Bonjour, philosophie en mode déconfiné ou confiné, comme on ne sait plus bien ces jours-ci, deuxième édition. La semaine dernière, Marie-Pierre s'était interrogée sur le sens qu'il faut attribuer à la célèbre formule de Sartre « l'enfer c'est les autres », souvent si mal comprise. Cette semaine, je parlerai d'une autre formule célèbre, « la fin justifie les moyens ». Si on cherche l'origine de cette formule, la fin justifie les moyens, qui généralement sert à caractériser des personnages qui ne reculent devant rien pour atteindre leur fin, si on cherche l'origine de cette formule, elle est souvent prêtée à Machiavel. Première recherche dans Google vous dit Machiavel, la fin justifie les moyens. Si on lit Machiavel, un peu sérieusement, on ne trouvera jamais cette formule. Cette formule apparaît, semble-t-il, pour la première fois sous la plume de Philippe de Comines, qui était un chroniqueur au service du duc de Bourgogne, et passé du côté de son ennemi, Louis XI. Et c'est sûrement pour justifier ce passage de son ancien chef à son nouveau qu'il a utilisé cette formule. Et puis, si on cherche d'autres occurrences de la formule « la fin justifie les moyens », eh bien on la trouve chez les jésuites. Elle est régulièrement prêtée aux jésuites, et il existe, paraît-il, un serment des jésuites dans lequel cette formule est employée. Et d'ailleurs, quand elle sera réutilisée, par exemple, dans une célèbre polémique des années 1938-39 sur la question de la morale, Trotsky, dont leur morale est la nôtre, attribue cette formule, la fin justifie les moyens, aux jésuites. En passant, les jésuites constituent pour Lénine comme pour Trotsky un modèle tout à fait honorable et non pas une assemblée, une confrérie de traîtres et de gens prêts à tout, comme ça a souvent été le cas dans les caractérisations qu'on leur attribue. Alors ce que je voudrais, c'est deux choses. Premièrement, pourquoi est-ce que si souvent on attribue cette formule à Machiavel? Et deuxièmement, discuter de la validité ou non de cette formule, qui n'est peut-être pas aussi mauvaise qu'on le dit. Alors tout d'abord, pourquoi cette formule est attribuée à Machiavel? Eh bien parce que Machiavel, homme politique, haut fonctionnaire de la République de Florence, chassé du pouvoir par le retour des Médicis à Florence en 1512, va écrire, pour occuper ses journées désœuvrées, et, dit-on aussi, pour montrer ses compétences en matière de politique, un petit livre intitulé « Le Prince », un livre qui ne sera publié officiellement qu'en 1531, mais qui va circuler. Il y a des copies du Prince qui circulent un peu partout, à Florence et même à Rome. Et alors, quel est l'objectif du Prince? Eh bien, l'objectif du Prince de Machiavel, c'est d'essayer de comprendre comment on peut conquérir le pouvoir et le garder. C'est un manuel à usage des princes, et c'est présenté sous la forme de conseils aux princes. Par exemple, Machiavel se pose la question, un prince doit-il être ladre ou prodigue? Machiavel répond, non, le prince ne doit pas être prodigue. Quand il dépense de l'argent, c'est l'argent du public, et donc il vaut mieux qu'il soit avare, parce qu'un prince avare, après tout, ne gaspillera moins notre argent. Et puis vous avez toute une série de conseils qui sont un peu plus dérangeant que celui-là. Machiavel considère que on ne doit pas se laisser embarrasser par des scrupules moraux inutiles si on veut conquérir sérieusement le pouvoir. Par exemple, faut-il être cruel? Machiavel dit, des fois il vaut mieux être cruel dès le début, comme ça on a la paix, parce que ensuite, si on ne l'a pas été dès le début, on va être confronté à des révoltes, et au total, le nombre de morts sera bien supérieur. Et tous ces conseils de Machiavel sont répétés dans tous les domaines, dans Le Prince. Alors, c'est ce qui a fait la mauvaise réputation de ce livre. Le Prince est souvent pris comme un manuel de fourberie, et un prince qui avait été passablement fourbe en son genre, Frédéric II de Prusse, a même écrit un anti-Machiavel. Il était bien placé pour savoir que pourtant Machiavel disait la vérité. Alors, ce n'est pas un manuel de fourberie. Le livre de Machiavel
est le premier livre qui expose la vie politique telle qu'elle est, et les hommes politiques tels qu'ils sont, et non tels que nous voudrions qu'ils fussent. C'est par exemple Jean-Jacques Rousseau qui dit que Machiavel est le véritable ami des républicains parce qu'il dévoile les ruses des tyrans. Et effectivement, on peut lire Le Prince au 2e degré, hein, il suffit de regarder la vie politique sans les attraits chatoyants dont elle aime à s'entourer, et puis on y voit que se mettent toujours en œuvre les préceptes de Machiavel. Et ceci même chez les meilleurs, hein, même chez les plus grands. Est-ce qu'on croit une minute que De Gaulle s'est embarrassé de scrupules moraux dans les moments décisifs? Pas du tout. Bon, il est pour l'état de droit, le général de Gaulle, mais quand il faut se débarrasser de l'OAS, eh bien, il envoie les hommes de main du SAC pour poursuivre les chefs de l'OAS et les descendre tout simplement dans les endroits où ils se sont réfugiés, par exemple en Espagne et ailleurs. Hein. Et aucun homme d'État n'a évité de faire ça. Voilà. Ou alors, il n'est pas resté homme d'État, c'est exactement ce que dit Machiavel. Soit vous faites comme je le dis, soit vous ne restez pas, et vous allez perdre vos États. Voilà. Donc, ce qui a valu à Machiavel sa mauvaise réputation, mais qui a valu aussi que les plus grands philosophes du XVIIe et du XVIIIe siècle et du XIXe honorent sa mémoire et considèrent qu'il est le fondateur de la pensée politique moderne. Hein, j'ai cité Rousseau, mais j'aurais pu citer Spinoza, qui dit que le très pénétrant Florentin est beaucoup plus intéressant à étudier que les philosophes, les moralistes et les théologiens. On pourrait citer aussi Hegel, par exemple, et bien d'autres encore. Et il est évident également que Hobbes salue Machiavel, l'a médité, même s'il ne fait pas de référence directe à Machiavel. Il y a aussi d'autres philosophes importants, par exemple un des théoriciens de la Révolution anglaise, la vraie, hein, celle qui va couper la tête du roi, eh bien, James Harrington écrit un livre qui est directement inspiré des conceptions de Machiavel, et peut-être j'aurai l'occasion de revenir sur ses conceptions politiques positives, celles-ci, et non pas simplement sur son analyse critique des mécanismes du pouvoir. Alors voilà pour ce qui concerne Machiavel. Maintenant, on va se poser une question, est-ce que cette maxime est aussi mauvaise qu'on le dit couramment, ou est-ce qu'elle ne mériterait pas qu'on s'y arrête un peu plus longtemps et qu'on la prenne au sérieux? Alors qu'est-ce qu'on nous dit exactement? On ne dit pas que tous les moyens sont bons. On dit que c'est la fin qui justifie les moyens. C'est-à-dire, si une fin qu'on estime bonne est atteinte, grâce à ces moyens, du même coup, on a rendu justice à ces moyens. Justifier, ça veut dire faire juste. Donc, si les moyens sont justes pour une bonne fin, eh bien, de quoi se plaindrait-on? On peut donner des exemples assez simples, parce qu'au fond, on est habitués tous à appliquer cette maxime. Il est certainement extrêmement mauvais de couper la jambe à quelqu'un. Ce n'est pas une action que la morale recommanderait, sauf quand on dit au figuré, tu m'as coupé les pattes. Par contre, si le chirurgien coupe un pied ou une jambe d'un individu pour le sauver de la gangrène, cette fin qui en elle-même est extrêmement désagréable devient bonne par le résultat puisqu'on a sauvé le patient. Et ceci est finalement assez banal, hein, c'est que les actions ne valent pas par elles-mêmes, mais en fonction de la chaîne d'action dans laquelle elles s'insèrent et en fonction du but poursuivi. Donc cette maxime est au fond assez banale. Elle est assez banale. Bon. Alors le problème c'est, est-ce que quand on sort du champ de la vie quotidienne, elle vaut encore, et notamment est-ce qu'elle vaut encore en politique? Alors tout d'abord, on peut remarquer que en politique, mais même dans la vie ordinaire de n'importe quelle république, cette maxime est à l'œuvre. Il n'y a aucun homme d'État qui se soit passé d'employer les méthodes que la morale ordinaire réprouve. Pourquoi? Eh bien tout simplement parce que quand il s'agit de la sécurité de l'État, de la sécurité de la patrie, eh bien on doit être prêt à employer des moyens qui sont interdits dans les rapports entre les citoyens. Après tout, tuer quelqu'un, c'est pas bien du tout. Mais quand on veut défendre le pays, eh bien on est prêt à faire la guerre. Et aucun homme d'État n'a renoncé à l'avance à la guerre, parce que
si on peut à l'avance renoncer aux guerres offensives, ce qui me semblerait une bonne chose, personne ne peut renoncer aux guerres défensives. On a le droit de se défendre. Et pour se défendre, les moyens que l'on emploie pour se défendre ne sont pas les moyens qu'on utilise tous les jours. Et puis on peut aller un peu plus loin. Est-ce qu'un homme politique n'a pas de secret? Bien sûr que si, il y a des secrets. D'ailleurs, les services secrets, le secret du roi, puisque c'est Louis XV qui, avec ce secret du roi, avait mis sur pied notre système de services secrets, le secret du roi, c'est ce qui permet au chef de l'État de disposer d'informations utiles à la sécurité du pays. Aucun État a renoncé à l'espionnage. Les plus grands donneurs de leçons de morale, ils ont des espions. Et quand on fait de l'espionnage, il faut faire quoi? Pour être un bon espion, il faut mentir, il faut se camoufler, puis il faut des fois aller un peu plus loin, il faut voler. Par exemple, quand on vole un secret, ou quand on va photographier des pièces confidentielles, et puis parfois, tout le monde le sait, ça peut aller jusqu'au meurtre. Est-ce qu'un seul pays a renoncé à ça? Non, aucun. Par conséquent, tous les États admettent parmi leurs principes que la fin qu'ils estiment bonne, c'est-à-dire la défense de la sécurité de l'État, et du même coup la défense de la sécurité des citoyens, nécessite parfois qu'on emploie des moyens que la morale ordinaire réprouve. Il n'y a aucune exception à ce que je dis, aucune. Bon, est-ce que le chef d'État ne ment jamais? Pour les mêmes raisons, il est bien obligé de mentir. Les grandes opérations stratégiques, militaires et même non militaires, elles nécessitent à un moment ou à un autre qu'on mente. Bon, il n'est pas bien de mentir, hein. Augustin nous l'avait déjà dit, ne mentir jamais. Voilà, ne mentir jamais. Mais en politique, si, il faut savoir mentir de temps en temps. Hein. Sinon, on est un gros naïf et on perd tout pouvoir. Et on perd notamment le pouvoir pour lequel on avait été choisi, c'est-à-dire le pouvoir qui est celui de protéger les citoyens. Voilà. Et je crois qu'on ne peut pas éviter ces questions par une espèce de morale un peu niaise, hein, une espèce de moraline qu'on utilise beaucoup hein, dans les médias, dans la vie politique ordinaire, etc., mais qui est complètement hors de propos. Alors la question qui se pose, c'est est-ce que pour autant tous les moyens sont acceptables? Il y a une règle qui est très simple, ne sont acceptables que les moyens qui permettent de concourir à la fin. Voilà. Et donc ça nécessite qu'on se mette d'accord sur les fins. Alors, par exemple, si on est dans une démocratie, eh bien, conquérir le pouvoir, ça suppose aussi qu'on respecte les règles de la démocratie, qu'on n'emploie pas des moyens qui vont tuer la démocratie. Par exemple, le mensonge qui peut avoir un certain intérêt vis-à-vis des ennemis du pays, quand on est dans une situation conflictuelle, eh bien, sur le fond, n'a aucune place dans une démocratie. Pourquoi? Parce que si le dirigeant s'autorise à mentir sur les questions clés, hein, pas sur des choses secondaires, par exemple, si le dirigeant dit les masques, ça sert à rien, là, il a menti. S'il avait dit les masques, on n'en a pas, donc il va falloir faire avec, peut-être qu'on l'aurait cru. Mais là, il a dit les masques, ça sert à rien. Et là, il a menti parce qu'il a mis en danger la population du pays, et il met en danger la confiance des citoyens dans la démocratie et dans ses représentants. Et en cela, les moyens utilisés contredisent la fin présumée, puisque tout le monde jure le cœur sur la main qu'il est là pour défendre la démocratie et l'état de droit. Voilà, je crois qu'on peut donc résumer assez simplement cette question de la fin et des moyens. Il y a une relation dialectique. Il faut d'abord déterminer quelles sont les bonnes fins en politique. Donc il faut se mettre d'accord sur ce qui doit être l'objet. Parce qu'effectivement, si on a une mauvaise fin, les moyens de toute façon ne justifieront rien du tout. Parce qu'il n'y aura pas de justice, encore une fois. Et par contre, dès lors qu'on a déterminé quelle est la bonne fin, on doit être capable de juger quels sont les moyens qui concourront réellement à cette fin et à les séparer des moyens qui seront mauvais, non pas parce qu'ils sont mauvais en soi, mais parce qu'ils contredisent et ruineraient la fin qu'on prétend poursuivre. Voilà. Merci, à la prochaine.